Oh là là. Aimez-vous ça, le jeu de rôle? Aimez-vous ça au point d'en regarder en ligne, regarder des gens jouer à des jeux de rôle, comme si on écoutait une série télé, mais avec des comédiens moins crédibles et beaucoup de dés? On va parler aujourd'hui des actual play. Ce qui peuvent nous amener ou ce qui peuvent retirer au hobby. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, les actual play? Est-ce que ça aide ou ça nuit plus, tu penses, Pépé, toi? Allô? Euh, tu me lances ça de même? Pépé, Ça aide ou ça nuit? Ça nuit. Pierre-Philippe Renaud, grand expert en la chose jeu de rôle. Tu fais Grosse du question. actual play, toi, hein? Ça se peut-tu? Euh, oui, je fais de l'actual play, aussi appelé du live play, peut-être, des fois. Aussi appelé des parties enregistrées, diffusées sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Mais toi aussi, t'en fais, je crois, il me Non. semble. Euh, Non, euh, non, 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 non. non, jamais. Vous Mais devez me oui, j'en confondre fais. avec quelqu'un. J'en fais et en plus d'en faire, j'en consomme énormément. Vous l'entendez ici en primeur, Pierre-Philippe Renaud, qui a un problème de consommation d'actual play. C'est mieux qu'un problème de crack, hein, Pierre-Loup? Touché! Que ça revienne une fois, cette blague-là. Mais oui, on va en Hmm. parler. On va parler des hauts et des bas des actual play, de notre expérience avec la pratique et la consommation, parce qu'on est des grands fans de podcasts, de gens qui jouent à des jeux de rôle. Mhm. Mais avant de procéder à cette discussion et ces échanges, on va vous parler des livres qu'on a lus récemment. Mhm. Parce que c'est bien connu, lire, ça ouvre l'esprit et ça nous inspire pour toutes sortes d'aventures qu'on peut ensuite mettre en scène avec nos amis. Alors, c'est le segment Voyage dans Dans l'imaginaire. 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 C'est le voyage dans l'imaginaire. Imaginaire. Je peux te dire que ces temps-ci, comme d'habitude, je fais deux sous-parties. Une partie sur qu'est-ce que je lis en lien avec le jeu de rôle, qu'est-ce que je lis qui n'est pas en lien avec le jeu de rôle. Dernière vidéo, je t'avais parlé, ou plutôt dernier podcast, je t'avais parlé de Notre nuit viendra, ou c'est notre part de nuit, un livre que Marika Guilbeault-Brissette de la chaîne m'avait prêté. Mais j'ai aussi commencé, je suis aussi également dans les débuts d'un livre de Dan Simons. Dan Simons Ah! qui avait fait Terreur, entre autres, Ouais. Hyperion, des choses comme ça. Un livre de lui que je connais moins et que j'ai moins entendu parler. Fait que j'ai aucune idée si genre c'est bon. Ça s'appelle Le chant de Cali. Oh my God. Dan Simmons me hante ces temps-ci, là. Moi, l'été dernier, j'ai lu Summer Night. Ah, son livre, oui, avec les jeunes, Non, c'était comment ça bon? s'appelle? Oui, c'était bon. Ça s'appelle pas de même. C'est A Summer of... Summer quelque chose. un été de terreur, là. Ouais, Dans une ouais, école hantée, une malédiction. ouais. Il a écrit beaucoup d'horreur. C'est-tu de l'horreur, le chant de Cali? Oui, c'est de l'horreur, c'est de l'horreur. Ben, c'est pour ça, parce que moi, j'aime beaucoup les trucs d'horreur qu'il a fait. Du moins, de ce que j'ai lu pour l'instant. J'ai lu Terreur, qui était quand même un méchant pavé, qui se déroulait dans un navire, USS Terreur, qui traversait le passage au nord, tu sais, au nord, voyons, dans le Grand Nord, Ouais. et qui a été pris. Puis c'est comme basé sur une histoire vraie. Puis j'ai aussi lu Abominable, qui est comme un autre roman d'horreur qu'il avait fait qui se déroulait dans les montagnes au Népal, avec, dans le fond, des personnes qui faisaient de l'escalade. Mhm. Et il y a comme tout le temps un petit côté historique à ces romans d'horreur que j'ai lu pour l'instant. Fait que j'ai hâte de voir si le chant de Cali va dans la même direction. Il est beaucoup plus court, beaucoup moins gros que les deux autres. Puis ça se déroule, ben, tu sais, comme on peut laisser sous-entendre avec le titre, ça se déroule en Inde. Et OK. c'est vraiment comme une enquête. C'est comme quelqu'un qui est envoyé en Inde. Le gars, c'est comme un rédacteur dans une revue de poésie, là, puis il est comme envoyé à Calcutta pour mettre la main sur une œuvre d'un auteur, une œuvre qui avait comme disparu, tu sais, qui a comme qui a réapparu, tout ça. Et j'espère que c'est une enquête qui tombe justement dans le concept des cultes et de l'horreur. Fait que je suis bien hâte de voir. J'ai hâte de voir. Je sais pas du tout si ça va être bon. C'est dans mes. J'ai comme une belle pile d'été.
J'ai une belle pile d'été qui s'accumule. Pour vrai, j'aime beaucoup mes livres que j'ai cet été pour l'instant. Puis toi? Ben, Ok. bien, puis t'as peu. Deuxième chose, qui est nouveau jeu de rôle. Ouais, ouais, niveau jeu de rôle. La dernière fois, je t'avais parlé d'Alien, mais j'ai reçu cette semaine, parce qu'on enregistre, j'ai reçu la version Kickstarter de Nave. Ah oui, oui, oui. Oui. Le petit jeu de Ben Milton. Oui, vraiment très beau. Mais je m'étais pris avec Maze Rats, que je suis en train de lire. Maze Rats, qui est comme vraiment juste une foutue accumulation de tables aléatoires C'est beaucoup ça, aussi hein. folles. Il y a vraiment juste ça, en fait. C'est vraiment que ça. Il y a comme une page de règles, une page et demie de règles, puis quasiment 40 pages de tables aléatoires avec genre, tu sais, des trucs comme c'est quoi dans la ville les traits de cette faction-là. C'est une Ouais. faction, mais c'est quoi ses traits, c'est quoi ses objectifs. Après ça, c'est quoi les buildings que tu peux avoir dans la ville, mais pour la classe ouvrière. Tu sais, des choses comme ça. J'adore qu'ils travaillent sur le fait de tout ce que tu as besoin de préparer, c'est des tables aléatoires parce qu'après, Ouais. tu stimules ton imaginaire en générant Avec ça. la Ouais. quête, les personnages, les lieux, les Ouais. descriptions. C'est Et c'est ça, fascinant. moi, je trouve ça très cool, mais je sais que c'est soit t'aimes ou soit t'aimes pas. Il y a des gens Ouais, qui ouais. détestent ça pour mourir. Du monde qui trouve que c'est vraiment contre-productif et qu'au final, c'est comme se mettre des bâtons dans les roues. Si t'as le goût de faire quelque chose, fais-le. Mais pour ma part, c'est vraiment. Je trouve que c'est très cool. C'est très. Ça me donne du jus, en fait. C'est surtout ça. Puis toi, Hmm. Pierre-Louis, qu'est-ce que tu lis ces temps-ci? Du bon jus? Oui, quand même. Et puis là, j'ai retrouvé, c'est Summer of Night, le livre de Dan Simmons avec les Oui. enfants. Mais oui, Summer of Night, ça, c'était comme des enfants dans une école hantée qui voient quelque chose après la dernière journée d'école. Fait que si vous avez envie de lire un petit truc divertissant d'horreur d'été avec une malédiction dans une ville qui a une école trop grosse pour la ville, tu sais, c'était censé être... En tout cas, vous irez lire ça, Summer of Night. Mais Mais c'est ça là, que tu lis ces temps-ci? Ouais, c'est quoi tu lis ces temps-ci, ouais, non, sinon? j'ai lu ça il y a l'an dernier. Mais là, cette année, ce que je lis, en fait, c'est comme on a joué beaucoup à Terraforming Mars. Je joue encore, oui. Je pense qu'on a fait genre 12 games dans le dernier mois. Ça n'a pas de bon sens. Oui. On joue en ligne sur Board Game Arena, là. BGA. Non, non, on se retrouve à chaque fin de semaine. Puis ça prend 3 heures à installer le jeu. On joue 1 heure de temps. Oh oui, C'est c'est ça, à Québec. Ça m'a donné le goût de lire la Oh! série de Kim La Stanley trilogie, Robinson. la Ouais. trilogie martienne. Ouais, fait que j'ai Oh commencé, man, j'ai lu Red Mars au complet, puis là, je vais commencer Blue Mars. c'est Aussi Green bon. Mars, Green Mars le deuxième. Puis en gros, c'est l'histoire de la terraformation de Mars, vue à travers les premiers colons, dans le fond, qui sont débarqués vraiment dans l'intention de coloniser Mars en genre 2000, truc machin, là, on est rendu en 2000. Je pense qu'il... c'est pas super futuriste dans le sens que c'est un espèce de futur proche dans l'esprit de Kim Stanley Robinson qui a écrit ça en 1993. Ouais, oui, oui, c'est ça. Ça fait quand même un petit bout déjà. Ouais, fait que je pense que lui, dans sa tête, la colonisation apparaissait en 2030-2040. Fait que on n'est pas là du tout. Mais c'est intéressant parce que ça parle beaucoup de politique, ça parle de l'humain, ça parle d'isolement, ça parle de power trip, ça parle de toutes sortes de choses, puis on suit différents personnages dans cette espèce de situation un peu extrême parce que c'est un peu le Far West, là. Ils sont seuls, livrés à eux-mêmes et les autorités qui peuvent leur donner de l'aide, qui peuvent les guider, qui peuvent décider pour eux, sont à 2 ans de voyage. Fait Mhm, que tout sur place doit passer par quelques personnages clés qui vont abuser ou pas de leur pouvoir. Puis c'est mhm. super intéressant. Puis toutes les technologies aussi qu'on voit dans le jeu Terraforming Mars, ben, on les voit dans le roman. Fait que ce soit J'imagine que tu t'es imagines plus belles dans ta tête, par exemple, que les cartes de que les Terraforming cartes de Mars. jeu qui sont immondes. Ouais, c'est pas le plus beau jeu du monde, là, mais il tient la route encore, Il tient la j'avoue. route, ouais. Mais je suis content que tu lises ça, parce que je l'ai lu, mais ça fait longtemps, mais j'avais vraiment aimé ça. Je m'étais acheté comme un gros compendium des 3 livres ensemble. Ah ouais. Super, super bel ouvrage. Puis j'aimais ça. Je trouve ça très froid. Je trouve ça analytique. Tu sais, Ouais. je trouve que c'est très auteur de science-fiction à la, tu sais, à la Isaac Asimov un peu, là. C'est très
tac, tac, c'est ça qui se passe. Les personnages sont tous Ouais. plus intelligents les uns que les autres. Il n'y en a pas un qui est cave, là. C'est tout du monde vraiment brillant. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé ça. J'aime ça parce que c'est rare que je lis de la hard science fiction. Je trouvais ça s'y portait très bien. Ouais, je suis assez d'accord avec toi que le portrait, tu sais, il y a un triangle amoureux dans l'histoire, puis la façon qu'on le décrit, c'est aussi très transactionnel, tu sais. Oh oui, 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 c'est pas. Puis comme dans beaucoup de livres de science-fiction, on a du mal à nous faire vivre un moment. Tu sais, il y a des moments où est-ce que tu fais, ça c'est un moment. Scénaristiquement, il se passe de quoi? Il y a un personnage que tout le Mhm. monde aime, qui arrive de quoi, puis on passe dessus de façon un peu. Fait que ça, c'est dans notre checklist. Fait que ça c'est arrivé, lui il est mort, lui il est mort, non, non, non. Puis je suis comme, même moi, comme spectateur, j'aurais aimé ça vivre ce moment-là. J'aurais aimé ça qu'on prenne un temps pour voir qu'est-ce qui arrive avec ça, parce que je me suis attaché, puis là, tu me mets ça comme sur un checklist de. En tout cas, Ouais, je comprends c'est- très bien ce que tu veux dire. on va aller Oui. checker ça. Et là, qu'est-ce qu'on peut checker d'autre sur Internet? Je savais que t'allais dire ça. Je n'osais pas le dire. J'étais comme, il va rebondir là-dessus. Je vais laisser ça Comment, faire. comment on fait la Si, transition? Mais oui, écoute, on peut aller regarder des parties de jeux de rôle parce que c'est une vraie épidémie des dernières années. Ça a commencé, bien sûr, un petit peu aux États-Unis et ailleurs, mais surtout là-bas, avec Acquisition Inc., qui, au début des années 2010, a commencé à faire une série de podcasts où ils diffusaient leur partie de jeux de rôle, la quatrième édition, en ligne. Et ça a créé un phénomène où de plus en plus de groupes de joueurs se sont mis à, professionnellement ou de façon très amateur, filmer leur partie de jeux de rôle ou l'enregistrer à l'audio pour créer un podcast d'aventure improvisée où on voit des personnages jouer à des jeux de rôle, vivre toutes sortes de choses. Puis je pense que même si certaines personnes sont comme genre, moi, j'aime ça jouer à Donjon Dragon, je regarderai pas des jeux. pourquoi je regarderais du monde jouer? C'est assez répandu comme position, mais on peut pas nier que c'est aussi un immense succès. Puis Critical Role, le plus populaire des actual plays de jeux de rôle, et aussi une des chaînes Twitch qui a rapporté le plus d'argent en 2022. Fait qu'on peut pas le nier, c'est extrêmement populaire. Mhm, C'est quoi ton rapport au actual play? Tu m'as dit que tu en écoutais beaucoup. Comment tu les mhm. consommes? Euh, Toutes les manières possibles. Non, mais pour vrai, j'ai consomme surtout à l'audio, je te dirais par contre. Surtout à l'audio, parce que je vais les écouter en préparant le souper, en faisant le ménage, en allant faire des commissions, en faisant la vaisselle. Je les écoute vraiment beaucoup. C'est beaucoup c'est mon écoute balado. Tu sais, au lieu d'écouter, soit je vais écouter des nouvelles, soit je vais écouter des actual play. Je les consomme comme balado, mais je les consomme très rarement comme émission visuelle. Ça arrive Ah quelques ouais. fois, mais c'est surtout en balado. Et toi, Pierre-Louis, je pense que tu consommes aussi plus en audio, toi, je pense aussi. Ouais, aussi beaucoup à l'audio, là. Ça va arriver des fois, mettons, je veux comprendre un peu comment ça marche Shadow Dark. Fait que là, je vais aller sur YouTube, je vais partir un actual play de Shadow Dark avec Kelsey Dion, puis je vais, genre, jouer à la Switch comme ça, assis devant mon ordinateur. Puis là, je joue à quelque chose de no-brainer comme Slay the Spire. Puis je regarde un petit peu ce qui se passe des fois. Puis là, quand il y a quelqu'un qui fait référence à la carte, je vais aller voir. Mais sinon, c'est beaucoup, beaucoup à l'audio. Hey, man, mon Dieu, c'était tellement geek, ça. Je vous ai vraiment fait C'était un. vraiment, vraiment gay comme phrase. Il manquait juste que je sais pas trop, il manquait juste il fallait que tu boives du Santa ou de quoi de même. Je sais pas trop. Il manquait juste un petit quelque chose, mais sinon, pour ça, c'était très geek. Est-ce que tu te rappelles, c'est quoi le premier Actual Play que t'as écouté? Le tout premier, là. La première fois que t'as fait, hein, as-tu enregistré? Bon, allez écouter ça, voir. Ben, pour vrai, ça devait être comme en 2014-2015. Puis c'est au tout début des 2Games, en fait. Moi, Ah ouais? j'écoutais beaucoup Tabletop avec Will Wheaton. Oui.
C'était une émission sur YouTube où Will Wheaton invitait des célébrités d'Hollywood pour jouer à des jeux de société. Puis c'était filmé, il jouait à Pandémie, il jouait à Elder Sign, puis il jouait puis il commentait la partie, puis je trouvais ça tellement intéressant. Puis c'est ça qui a donné naissance à Etu Game, parler de jeux de société en ligne. Puis graduellement, ils sont mis à essayer des jeux de rôle. Fait que je me souviens qu'ils avaient joué à Fate un moment donné. Puis ils ont lancé un moment donné une chaîne en fait sur Twitch, ils jouaient à des jeux de rôle. C'était des gens qui. Puis c'était Critical Role. Puis je me souviens d'avoir vu un épisode de Critical Role puis de faire comme ah, c'est cool quand même, c'est intéressant. Fait que je pense que c'est Critical Role puis Acquisition Inc. parce que Will Wheaton avait fait une partie avec Acquisition Inc. à PAX. Puis je me souviens de l'avoir vu là puis d'avoir fait comme oh mon Dieu, c'est tellement drôle. Puis c'était Chris Perkins qui était le maître de jeu à l'époque aussi, qui est un des designers de la cinquième édition. Fait que moi, c'était mes premiers actual play. C'était très anglophone, là. Je m'excuse pour nos amis français, mais c'était vraiment ça, là. C'était tabletop, puis leur petit jeu de rôle super simple. Ils avaient joué à Fiasco un moment donné, puis j'étais comme genre, ah, c'est tellement drôle de les voir jouer à Fiasco, ça n'a pas de sens. Puis de voir Critical Role. Puis hey, c'était quasiment les seuls, parce que sur Internet, à part Adventure Zone, puis des petits trucs très, très amateurs, super obscurs, il Mhm, n'y il en n'y en avait, avait pas tant que ça encore. il y en avait pas beaucoup. Toi, c'est OK. lequel, le premier? Hey, no joke, là, pour vrai, je niaise même pas, mais c'était pas Critical Role parce que j'étais trop, à cette époque-là, j'étais pas assez outillé, je trouve, en anglais pour comme bien suivre l'aventure. No, tu vas trouver ça bizarre ce que je veux dire, mais je pense, pour vrai, je pense que le premier actual play que j'ai écouté, c'était vos games avec les appendices. Dans le donjon des Tugains. Ouais, je pense que c'est vraiment les premiers que j'écoutais. Parce que sinon, c'est ça, il n'y avait pas tant en français. Je connaissais pas encore Roll and Play, tu sais, qui existait par la suite. Fait que, ouais, je pense vraiment que c'est dans les tout débuts. Ouais. Ah ouais, puis moi, c'est drôle parce que c'est par la suite que j'ai découvert les. Je sais qu'il y en avait des gros en français qui existaient, comme Aventure, Fibre Tigre. Moi, je Mhm. connaissais, j'étais super déconnecté de ce qui se faisait en actual play en France. Puis c'est par la suite, quand j'ai commencé à faire de la recherche pour dans le donjon des Two-Games, que les gens m'ont dit, hey, il faut que tu aies écouté ça. Puis j'ai écouté ça, puis j'étais. euh, il y a peut-être un petit clash culturel avec toutes les actual plays que moi j'avais consommés, parce que ces actual plays-là étaient très différents, étaient dans une autre énergie, dans une autre langue Mhm. aussi. Fait que j'avoue qu'il y a ça aussi, hein. Il y a cette réalité-là du actual play en Amérique et le actual play en France. C'est pas nécessairement le même fini, même au Québec, je veux dire. On se retrouve, nous, des fois, dans une espèce d'entre-deux où on doit se poser la question, quand on vit des aventures, est-ce que ces aventures-là, on les vit en québécois ou on les vit en français international de film doublé? Nous, c'est une réalité dans laquelle on est souvent plongé au Québec. Le niveau de langue à utiliser, parce que nos émissions doublées en français, ils sont rarement doublés en français québécois. Ils vont être C'est vrai. doublés dans un français international. International, ouais. Ouais. Mais fait que oui, hein, écoute, il y a tellement de choses à aborder avec le actual play. Ben, en tout cas, d'entrée de jeu, je pense que tous les deux, on s'entend pour dire, je te regarde en faisant, vas-tu dire la même affaire que moi? Mais que le actual play, Play, c'est c'est cool. cool. Oui. Oh oui, je suis absolument d'accord. L'actual play, je trouve que c'est. Moi, personnellement, j'aime énormément ça parce que je trouve que c'est une. Je vois un peu ça comme écouter un match d'impro, mais qu'il n'y a pas Hum, de gagnant. Tu sais. Puis moi, ce que j'aimais pas de l'impro quand j'allais en voir, c'était le côté compétition. Et ouais. ça n'existe pas dans le jeu de rôle, du moins dans le jeu de rôle classique, on va dire. Donc, pour ça, il y a comme un plaisir à aller chercher. Puis, tu sais, les gens, ça revient au même les mondes qui disent moi, je n'écoute pas, pourquoi est-ce que j'écouterais une partie parce que je peux jouer chez nous. Blablabla. Ben, est-ce que tu es un public pour, l'exemple, justement, les balados audio ou est-ce que tu es un public pour justement, aussi également voyons, l'improvisation? Mais en Ouais. même temps, encore une fois, je me pose la question. Puis, vois-tu, c'est encore une question culturelle.
l'improvisation, est-ce que c'est tant une pratique répandue en Europe? C'est quand même très québécois, Ben, quand même. étonnamment, puis ben, écoute, Internet, on te parle parce que là, toi, tu vas pouvoir nous le Oui, dire. oui, Toi, tu oui. vis là-bas, tu le sais. Mais moi, le vibe que j'ai eu, c'est que les Français sont étonnamment très, très pro-impro. Ils adorent l'impro. Même des fois, quand tu vas faire des tournées là-bas, là, tu vas dans un théâtre faire, mettons, des trucs d'impro. Là. Tu sais, il y a des ligues montréalaises des fois qui vont jouer là-bas. Ils ont un public. Ici, tu fais une soirée d'impro, tu as toujours genre 2 personnes dans la salle. Mais c'est parce qu'il y en a tellement en même temps. Je pense que Il y a c'est un peu trop de ça. ligues. On Mais en a vraiment là-bas, beaucoup au Québec. hey man, puis j'ai croisé encore des Français qui sont comme genre moi, l'impro, ça a changé ma vie. Fait que oui, même si peut-être l'idée d'impro avec une patinoire, puis le vote du public, c'est très originaire du Québec. Je pense que ça a quand même beaucoup de transcendé en France. Il y a encore beaucoup de gens qui le pratiquent. C'est sûr qu'il y a une vibe différente là-bas, là. Peut-être le rapport à l'humour aussi, parce qu'ici, on est très, très inspiré de la culture du stand-up, puis ça a teinté beaucoup l'improvisation qu'on voit sur nos scènes. Quand l'impro, de savoir un show d'impro à Montréal, ça va être beaucoup presque du stand-up improvisé, tu sais. Mhm. Alors que là-bas, il n'y a aucun problème à faire des personnages, faire des situations. Ça n'a pas besoin d'être ultra méga drôle tout le temps, là. Tu peux juste vivre une émotion. Puis moi, j'ai énormément de respect pour ça. Fait que, non, un shout-out à tous les improvisateurs français, belges, Oui, suisses qui nous écoutent. J'adore. Charlotte à vous. Je connecte plus avec ce style-là. Je dois dire qu'à Montréal, hey, c'est rendu un podcast d'impro, notre affaire. C'est ça, ça, on parlait des ligues d'impro. Mais ça va bon sens, on est vraiment parti sur une grosse dérape là-dessus. Mais ça a quand même une influence. Je veux dire, Ouais, ouais. c'est drôle, là, mais c'est drôle que tu dis ça en même temps. Je serais curieux de voir justement de l'improvisation en Europe parce que ce qui a fait en sorte que pourquoi est-ce que je m'intéresse beaucoup aux actual plays alors que j'aime beaucoup l'impro, mais j'aime pas tant voir de l'impro sur scène au Québec parce que justement, je trouve que dans actual play, on va aborder plus de thèmes Mhm. que je ne vois pas en improvisation. En impro au Ouais. Québec, on s'entend, comme tu le dis, c'est très tourné vers l'humour, veux pas, La parce que joke, tu veux le gagner punch. la joke, tu veux gagner le vote du public. Et c'est bien rare que ce qui va donner le vote du public, ça va être une blague, pas une blague, mais un moment triste. Il faut que ce soit le fun. Fait une improvisation, ben pas hey, on est encore là-dessus, asti, je vais essayer de déraper sur autre chose, là. Mais l'actual play qui, justement, va explorer des thématiques que je ne vois pas dans d'autres contextes de jeux spontanés, improvisés, je trouve que ça, pour moi, c'est un plus. Mais aussi l'aspect, justement, il y a un petit côté systémique des règles que j'aime beaucoup, par exemple, que je peux voir, exemple, dans le jeu de société, mais j'écouterai pas une actual play de jeu de société parce que ça n'existe pas, parce que ça se peut pas vraiment, on Un bon s'entend. tabletop de Will Wheaton. Moi, mais tu t'incarnes pas quelqu'un, c'est surtout ça. Mais c'est comme un mélange de tout. C'est un peu ça, je pense aussi, Ouais. que je trouve intéressant, c'est que l'Actua Play vient mélanger plein d'aspects en même temps, autant de l'improvisation, des règles, Mhm. des mécaniques de jeu, de la découverte, des échanges. Fait qu'il y a comme un tout qui se fait, qui se forme. Et je pense que ça explique en bonne partie pourquoi est-ce que j'aime ça. Je suis assez d'accord avec tous les bénéfices du actual play. Ne serait-ce que Oui. moi, en tout cas, ce que j'aime de le faire, puis là, ça adonne qu'on a la chance d'avoir un public. Puis je remercie tous les gens qui suivent nos aventures loufoques. Mais j'aime ça, moi, jouer avec des improvisateurs, des auteurs, des comédiens et des comédiennes, parce que c'est des gens qui ont la facilité justement à improviser ce genre d'histoire-là, mais qui ont Mhm. aussi une curiosité de la chose ludique. Les jeux, Oui. Oui, les oui, c'est super règles, bien dit. les puzzles. Puis moi, c'est 2 affaires qui viennent vraiment se connecter dans mon cerveau. Le plaisir du jeu, de se donner un défi, d'essayer de se sortir d'une situation complexe, parce que c'est souvent ça le jeu de rôle. Tu es dans Oui. une situation, il faut que tu t'en sortes. T'as une Puis problématique, ouais. ouais, la problématique, puis incarner un personnage, vivre ces émotions-là, puis le faire pour vrai, juste pour le plaisir de vivre ces choses-là. Fait que moi, ça a vraiment remplacé complètement l'improvisation dans ma vie parce que je faisais beaucoup d'impro, euh, impro devant public avant. J'étais dans beaucoup de ligues d'impro et tout ça. Mais c'est vrai que ça a vraiment pris toute cette place-là dans ma vie parce que c'est tous ces éléments-là et plus encore. Est-ce que t'en consommais beaucoup? Du actual play, pas tant. J'en Non, de consommais. l'impro. L'impro. Est-ce que tu allais voir beaucoup Ah, d'impro? je m'étais vraiment tanné de l'improvisation, justement, parce que je trouvais que c'était un peu vain.
Tu commences une impro, tu as une petite bulle de 2 minutes où tu vas commencer une situation intéressante, puis c'est déjà Ouais. fini. Puis quand on avait vu un personnage extraordinaire, j'étais toujours frustré de faire on le reverra Que c'était jamais, fini lui. après, on le verra jamais, ouais. Mais on le revoyait tout le temps finalement parce que l'improvisateur savait juste faire ce personnage-là. Euh, Mais vois-tu, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, ça vient montrer les possibilités de l'actual play parce que là, tu as le temps de t'investir dans quelque chose, tu as le temps de t'investir Ouais. dans les personnages qui sont présents, de les voir évoluer avec le temps également, de les voir changer, de les voir justement être confrontés à des problématiques, à trouver des solutions. Puis moi, je pense que c'est ça au final, c'est qu'il y a tellement de possibilités créatrices qui entourent le concept même de regarder une partie jeu de rôle, puis de voir ce que les gens font, puis de s'immerser dans l'histoire. Je veux Mhm. dire, entre ça, écouter un roman audio, pour moi, c'est la même expérience. C'est le même, je ressens le même plaisir. Je Ouais. ressens la même satisfaction de me faire projeter dans quelque chose d'autre, un monde, un univers, découvrir des choses. Fait que je suis vraiment, vraiment un gros fan d'Actual Play pour ça, là. Ouais, puis tu sais, je pense qu'il y a quand même les limites de l'actual play. Wow! Dans le sens que je OK. pense que. Ok, ok, reste-toi bien. Vas-y. L'idée, c'est que je pense que les parties de actual play, il faut aussi avoir le recul comme spectateur aussi de d'avoir conscience qu'une partie qui est faite dans le but d'être filmée puis de divertir un public, c'est Ce n'est pas vraiment une pas partie, ouais. c'est pas une vraie partie. C'est pas une partie comme celle que je mène les jeudis soirs avec mes amis du secondaire. Mhm. Parce que je pense qu'il y a des fois cette espèce de flou pour le consommateur d'Actual Play de ah ben ça c'est un exemple de comment on joue à ce jeu-là. Fait Ouais. qu'il écoute la partie, puis il se dit ben dans le fond, moi il faudrait que je si c'est le seul modèle que tu as parce que tu n'as jamais joué à ce jeu de rôle-là, tu te dis ça c'est ce qu'il faut que je fasse quand je vais être avec mes amis. Puis moi je pense que on pourra peut-être en discuter là. Si ça te tente, je vais pas te forcer. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais il y a peut-être là, ici, des fois, parfois, pas un danger, je pense que le mot est trop fort, mais il y a une zone de confusion là où il y a beaucoup de gens qui écoutent des actual play, puis c'est le fameux effet Matthew Mercer là, qu'on Ouais, entend ouais, le Mathieu. parler. Ouais, 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 ouais. Puis moi, la façon que je le perçois, là, c'est pas nécessairement que les gens sont déçus que leur partie ne ressemble pas à Critical Role, parce qu'on s'entend que Mhm. Critical Role, c'est des acteurs professionnels sur un studio professionnel qui se connaissent depuis des années en plus, fait qu'ils ont une chimie extraordinaire. Mais je pense que le danger, c'est un petit peu de se mettre une pression irréaliste, puis de finalement jamais commencer une partie parce que tu te dis, ah, j'ai pas des aussi bonnes idées, j'ai pas des aussi bons joueurs. Je pense que c'est un peu plus subtil que juste de se dire comme, hey, c'est pas aussi bon que Critical Role, c'est plate, j'arrête, mais c'est un peu la pression de faire, oh mon Dieu, mais ça a l'air difficile. Moi, je peux pas faire ça. Je suis pas capable de faire des voix comme eux autres ils font. Tu sais, tu comprends? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se freinent parce qu'ils voient ça comme un modèle à atteindre, alors que c'est vraiment loin de la réalité d'une partie de tous les jours. Oui, ben absolument. Je veux dire, c'est absolument. Je suis vraiment d'accord avec le fait que c'est quelque chose de. En fait, c'est irréaliste de se dire que tu vas atteindre ce niveau-là parce que ça demeure excessivement une question de circonstances et de conjoncture de différents éléments qui ont mené à la création de Critical Role, là. Je veux dire, tu peux pas reproduire cette formule-là en, tu sais, en soi, là, vraiment de manière à ce que tu te dis, ça y est, je suis maintenant rendu l'équivalent de Critical Role. Je pense que ça ne se peut juste pas. Puis je suis d'accord avec toi aussi de dire, ou du moins, il faut de, d'aborder le concept même d'un actual play, d'une écoute d'un actual play, de façon à se dire, c'est une partie qui possède des particularités et des spécificités qui sont adaptées à ce qu'elle propose et qui ne représentent pas la partie classique entre amis et qui n'est pas filmée parce que il y a des éléments en soi, tu sais, je veux dire, tu le sais que quand tu fais une partie d'Actual Play et que cette partie-là est faite pour être consommée, il y a une attention particulière qui est mise sur certains aspects qui ne seront pas mises dans une partie qui ne l'est pas, tout Mhm. simplement parce que tu le sais qu'il y a une pan du consommateur qui n'est pas présent autour de la table et qui ainsi n'a pas la même
conception, n'a pas la même manière de percevoir ce qui se déroule en jeu. Je pense qu'un des exemples les plus frappants, moi je le sais bien, quand j'en fais, je fais vraiment beaucoup plus attention à décrire des choses que je peux montrer visuellement parce que je sais que des gens vont l'écouter juste en audio. Il y a Mhm, des ouais, ouais, éléments ouais, que ouais. je vais vraiment dire, vous voyez sur cette carte, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Je ne vais pas juste le montrer parce que je sais qu'éventuellement, il y a du monde qui vont l'écouter en audio puis que ça. Pour l'avoir vécu moi-même, j'ai pas le goût de vivre ça. J'ai pas le goût de le faire vivre à des gens. T'écoutes une partie en audio, puis là, il y a des gens qui se mettent à, comme, à capoter parce qu'ils voient quelque chose, mais le maître de jeu ne le décrit même pas. Il fait juste dire, vous avez ça devant vous. Puis là, t'es comme, mais de quoi qu'il parle? J'ai aucune idée de quoi qu'il parle. Ouais. Et, fait que, ouais, il y a des attentions particulières, veux pas, et ça ne doit pas représenter une partie classique. La même chose, tu sais, j'ai vraiment je mets vraiment comme un point d'honneur à. J'ai mon petit plaisir à essayer de conclure, par exemple, une partie enregistrée avec un punch ou avec, genre, justement, une espèce de élément tu sais, une espèce de moment clé qui va rester en suspens jusqu'à la prochaine partie ou jusqu'au prochain enregistrement. Mais c'est pas quelque chose que je vais avoir par défaut pour une partie autour de la table, là. J'ai pas la même, je me mets pas la même, pas nécessairement la même Mhm. pression, mais je me mets pas les mêmes, j'ai pas les mêmes objectifs et j'ai pas non plus le Ouais. même plaisir. Il y a des choses que j'ai du plaisir, que je vais retirer du plaisir quand je vais faire des actual plays, que je ne vais pas ressentir lorsque je joue autour de la table et vice-versa. Il y a des affaires autour de la table que j'aime beaucoup, une espèce pas nécessairement un lâcher prise, mais un certain, peut-être une certaine, un certain, pas une retenue, mais juste le fait de savoir que j'ai des personnes autour de la table qui sont là aussi avec moi physiquement ou en virtuel et Mhm. qui peuvent me rattraper si, mettons, je me trompe ou des choses comme ça. Je suis moins alerte à ces choses-là lorsque j'enregistre. Puis c'est pas une question de nécessairement une question de me dire c'est meilleur. C'est juste une question de me dire si je le partage pour que des gens le consomment, je vais mettre au moins l'effort minimum à ce que ce soit le fun à être consommé. Ouais, c'est ça. Il y a quand même. Moi, ma préparation est complètement différente, tu sais. Ouais, Par ben oui, exemple, tu sais, je pense que l'énergie que j'amène à la table, que ce soit dans une partie entre amis ou une partie filmée, elle est sensiblement la même, parce que j'ai la même expérience, le même désir de m'amuser puis de ouais, ouais, ouais. raconter une histoire. Mais c'est sûr que la préparation est plus intense quand c'est une partie filmée. En tout cas, pour moi, je sens que j'ai une pression supplémentaire à essayer d'avoir euh, d'être moins pris au dépourvu. C'est parce que si je suis avec des amis puis je me retrouve vraiment dans une situation où genre je suis pris au dépourvu, j'aurais pas de misère à faire. OK, ben on prend une pause, je prends 2 minutes pour y réfléchir, puis on se retrouve tout de suite après. Ou genre regarder le manuel d'aventure, le volume, là, puis faire, je vais aller checker quelle section, je suis pas sûr, je vais juste vérifier pour être sûr. On arrête 5 minutes, je check une règle. Ça Ouais, arrive ouais, ouais. constamment quand on joue à Pathfinder. Je pourrais pas faire ça quand on joue en présentiel. Fait que oui, ben, quand on joue pour un actual play, fait que je vais, oui, faire plus de jugement, mais je vais avoir préparé beaucoup de choses en amont, tu sais. Je vais essayer Ouais. d'être plus sûr de mes affaires. Je vais avoir préparé un petit peu plus d'histoire, plus de personnages, plus de lieux. Puis si toutes mes parties étaient comme ça, je pense que je me brûlerais. Ouais, 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 je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends? Je pourrais Ouais, ouais. pas faire 2 parties semaine. Alors que là, ça arrive souvent que je joue 2 fois semaine, mais c'est une des parties beaucoup plus casual. Puis il faut le savoir. Je pense que c'est important parce que les gens, des fois, ont l'impression que ça va te demander justement de maîtriser toutes ces choses-là, d'avoir un niveau d'énergie particulier, de prendre des voix de personnages, d'avoir des props, des miniatures. Mais tu as besoin de rien de ça. C'est difficile d'avoir un vrai modèle pour une partie casual du jeudi soir, relax avec des amis Ouais, autour ouais, d'une ouais. bière. On voit pas beaucoup ça en ligne. Même dans les parties les plus chill, il y a quand même Il y a quand toujours même. un effort qui a été mis parce que ça va être filmé, produit, diffusé souvent. Ouais. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a quand même des choses à aller comme. Tu sais, il y a quand même les objectifs sont différents, je trouve, alors que j'ai quand même un plaisir des fois à faire ce que ce que j'appelle des exemples des parties tests dans lesquelles
c'est même pas une question de comme tant le jeu que ça, le roleplay ou tout ça, c'est plus une question de tester un jeu, tu sais, tester les mécaniques du jeu, tester Mhm. un peu comment ça se joue, puis que ça va être clunky, puis ça va être maladroit, puis ça va être dégueu, puis ça va être. Mais il y a quand même le plaisir de ça, puis d'être avec des gens qui ont aussi ce désir-là de vouloir apprendre et découvrir un jeu. Ben, c'est pas quelque chose que je vais filmer, là. C'est pas quelque chose que je vais vouloir diffuser, ben, ça sera pas le fun à écouter, là. Ça va être le truc le moins rythmé au monde, là. Ça va être la chose la plus lente. Tu sais, mais en même temps, il y a une manière aussi de faire une présentation d'un jeu, mais pour expliquer les règles, mais dans ce cas-là, ça sera pas un actual play, c'est ça. Il y a comme une nuance à faire à ce niveau-là. Ouais. Puis je pense qu'il y a un autre danger peut-être au actual play. Ben, puis je dis ça Un parce que danger. un danger, c'est vraiment le mot est trop fort, là, parce qu'on s'entend qu'on sauve pas des vies. Mais, et pour ceux qui veulent produire un actual play, et pour ceux qui veulent s'inspirer d'un actual play pour créer leur partie avec leurs amis, ce qui arrive, c'est qu'on va regarder un actual play, puis des fois, on voit des moments qui sont touchants, qui sont beaux, qui sont drôles, qui sont extraordinaires, qui sont épiques, puis on se dit, je veux reproduire ces moments-là, parce que c'est ce qui nous marque. Dans un jeu de rôle, souvent, on vit un moment fort, soit comme spectateur ou comme joueur, puis on se dit, ça, je veux le reproduire. Fait qu'on arrive, quand on prépare notre partie, puis on veut vivre le moment qu'on a déjà vu, qu'on a vécu, puis on va comme le scripter, puis on va un peu le forcer pour que ça se produise avec le groupe. Moi, en tout cas, je sais que quand j'ai commencé à faire des actual plays, c'était ça ma déformation, c'est que j'essayais de reproduire des trucs awesome que j'avais vus dans d'autres podcasts. Ça devait pas marcher. Puis ça marchait pas pareil à ma table. Je mettais trop de pression pour que mes joueurs vivent ce que les joueurs qui étaient dans un actual play que j'avais écouté à vivre la même chose, tu sais. C'était trop de Je comprends. pression. Puis c'était pas possible de reproduire très exactement la même chose. Puis ce que j'ai fini par découvrir, c'est que c'était extraordinaire ces moments-là, puis c'était touchant, puis c'était épique, parce que les gens avaient été à l'écoute du moment, de l'instant. Ils s'étaient écoutés, ils avaient été Mhm. sensibles à leurs émergences créatives. Fait que plutôt que d'essayer de forcer quelque chose, il y a quelque chose de formidable qui était né au milieu de cette De ça. intro-là. Ouais. Vois-tu, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait énormément penser à une conversation que j'ai eue avec ben, Anne-Catherine. Anne-Catherine. Mon Dieu, vous avez vu la face que Pierre-Loup a fait. Elle a fait une face de dégoût. Il était comme. Non, mais Anne-Cat, je me rappelle un peu plus dans quel contexte. C'était. On avait une discussion où elle me parlait de ses expériences en théâtre. Et il y a quelque chose qu'elle m'avait dit qui m'avait vraiment marqué, puis c'est un peu ça que je vois on va dire dans l'actual play, c'est que lorsque tu vas aller écouter une performance, quand tu vas aller voir une performance d'un soir, tu sais, une des présentations d'une pièce de théâtre, par exemple, l'expérience que tu vas avoir va être complètement différente à la même présentation du lendemain avec un tout autre public, puis tu sais, un autre mood, une autre ambiance, les acteurs qui ont vécu peut-être d'autres choses durant la journée. Bref, ça ne peut pas être la même chose. C'est Mhm. impossible. Et ça m'avait vraiment marqué parce que c'était quelque chose qu'elle me disait, qu'elle disait que c'était pour ça qu'elle aimait autant le théâtre. Et quand elle me dit ça, j'ai fait, c'est un peu ça que j'aime beaucoup dans l'actual play. C'est que justement, comme tu le dis toi-même, tu vis quelque chose qui émerge de cette création partagée, de cette espèce de moment qui demeure très unique et qui ne pourra jamais être vécu par quelqu'un d'autre de la même façon. Peu importe à quel point tu vas mettre des efforts à vouloir répéter ce moment-là, ça ne sera pas aussi spontané, ça ne sera pas aussi fluide, ça ne sera pas aussi merveilleux. Et ça, du fait de pouvoir le vivre comme spectateur, parce que justement des gens prennent le temps d'enregistrer leur partie, moi je trouve ça incroyable. Ouais. C'est incroyable. Ouais, non, moi, je remercie tous ceux qui prennent le temps de le faire. Puis je sais que c'est dur parce que c'est un milieu qui est rendu très, très achalandé. Mettons, c'est saturé pas mal, là. Il y en a eu des actual plays de toutes Pendant les la sortes. pandémie, là. Pendant la pandémie, puis ça continue, tout le monde a son idée de jeu de rôle, de scénario original, mener des aventures officielles pour Donjons Dragons et autres. Je sais que c'est pas toujours évident d'aller chercher son public, de découvrir
de nouveaux actual play aussi. Est-ce que toi, tu aurais des conseils, mettons, pour quelqu'un qui nous écoute, qui est comme, hey, moi, je trouve ça formidable, j'ai envie de partager les parties de mon groupe sur Internet. Comment est-ce qu'on commence un actual play pour le diffuser sur Twitch ou sur YouTube? Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans le monde du actual play? Si c'est. Ok, on va aborder ça d'un point de vue où tu as le goût que des gens l'écoutent et que tu veux mettre justement une certaine attention sur le fait le désir de partager des aventures et que celles-ci soient écoutables ou tu sais, qu'il y a une certaine accroche. Je pense qu'il faut se donner le temps de bien se préparer, Mhm. vraiment. Ne pas se partir, pas de partir comme Hey, à soir, on se fait un. Alors, on part à un actual play. Pas qu'est-ce qu'on fait, là, on part ensemble. Je pense qu'il faut se laisser le temps de le partir. Et je pense qu'il faut déjà, de prime abord, avoir ton angle d'attaque sur ce que tu souhaites faire pour justement tenter de tirer ton épingle du jeu, pour tenter d'attirer une certaine clientèle, un certain consommateur, avec ton amorce, ton accroche qui Mhm. va justement être différent des mille et un autres actual play qui se fait présentement, même dans la francophonie. Dans la francophonie, il y en a une quantité incroyable. Donc, juste être capable d'aller chercher un peu ce petit côté-là qui va faire en sorte que tu vas te différencier, que ce soit dans la thématique, que ce soit dans justement le jeu peut-être. Je pense que c'est important à aller chercher. Et je pense qu'au minimum, ça c'est très personnel pour vrai, là, juste ça, mais je me sens vraiment élitiste, on va te voir ça. C'est très personnel, Élitiste. mais je pense qu'à un minimum, je considère que le son est plus important que le visuel. Je pense que c'est plus facile aussi à mettre en place, le son, que le Ouais. visuel. Je pense que c'est le début, avant d'avoir une belle image, pas d'image du tout, il faut que tu aies un bon son. Parce que c'est majoritairement via ça que l'information se transmet et se partage. Et je pense que à la limite, ça peut commencer comme ça avec juste quelque chose en audio. Même si je sais que beaucoup de personnes ont l'espèce de tangente de se dire on va aller sur Twitch, on va aller sur Twitch, on va être un live Ouais. Twitch, c'est un soir Twitch. Je pense qu'il y a une priorité à mettre sur l'audio avant, mais ça, on dirait qu'au final, je dis ça, mais en même temps, justement, c'est très personnel. C'est très dans mes Mhm. goûts, puis comment est-ce que je vois ça. Mais même sur Twitch, tu sais, si j'écoute de quoi sur Twitch, je vais sans doute faire de quoi en même temps. Tu sais. Ouais, Je vais avant tout profiter de l'audio. ouais. Puis toi, Pierre-Louis, tu donnerais quoi comme conseil? Mais je trouvais ça bon l'idée de trouver qu'est-ce qu'il y a d'unique. Pourquoi, tu sais? Parce que si c'est juste de prendre ta partie puis de la mettre en ligne, il faut qu'il y ait vraiment un élément qui va piquer la curiosité. Puis je suis Mhm. vraiment fasciné récemment avec l'idée du Strange Attractor. C'est comme une notion de scénarisation. J'ai fait une vidéo conseil qui est parue ou qui va sortir bientôt, là. Mais c'est l'étrange attirant. C'est OK. l'espèce d'idée que si ton histoire ou ton concept, que ce soit un film, un roman, un album de musique, name it, n'importe quoi, là, tu veux créer quelque chose, tu veux que les gens l'écoutent. Mhm. Il faut que tu trouves quelque chose qui est familier, que les gens fassent OK, ouais, je sais où est-ce que je sais de quoi tu me parles. Tu comprends? Il faut que ça Ouais, soit ouais. assez familier pour que les gens puissent te suivre, mais il faut qu'il y ait quelque chose d'assez bizarre pour que les gens fassent Ah, mais ça, j'ai jamais entendu ça, par exemple. Et il faut que les deux OK. cohabitent. Puis c'est vraiment l'équilibre entre les deux. Parce que si ton idée est trop bizarre ou trop champ gauche, on va jouer à Donjon Dragon, mais on est dehors dans un champ. Peut-être que les gens vont faire What? C'est pourquoi? C'est quoi l'avantage de ça? Puis qu'ils ne te suivront pas dans l'étrangeté de ta Mhm. proposition. Je dis ça, peut-être que c'est une très bonne idée, là. Vous pouvez garder ça Internet. Mais si c'est trop familier, c'est complètement cliché et déjà vu. Fait qu'il faut trouver un point qui est entre les deux. Euh, que ça peut être un jeu que tout le monde connaît, mais il y a un élément qui fait que tout est différent. Ou ça peut être, au contraire, un jeu très, très bizarre, mais qui est présenté d'une façon super accessible terre à terre. Il faut, cet étrange attirant-là, c'est vraiment le truc pour se démarquer. C'est pas facile à trouver, là. Je dis ça comme si c'était facile, mais je donne quelques conseils. Vous irez voir ça sur Je ma serais curieux de page. savoir.
Je serais curieux de savoir, t'aurais-tu des exemples à donner? De exemple, un actual play, ben, tu sais, sans nommer de nom, on va pas, on va pas jeter du monde dans le bout, là. Mais genre, nommer un cas que t'as fait, l'idée est comme, c'est pas assez, tu sais, c'est pas assez, ou au contraire, c'était trop bizarre. C'était trop bizarre, le concept était too much, puis t'as fait, je suis pas capable d'accrocher parce que je suis pas capable de me sentir interpellé par qu'est-ce qui se passe. Ben écoute, des actual plays qui sont trop semblables à tous les autres, il y en a un milliard, je Oui, les ça, il y en a, nommerai oui, ça, pas. il y en a un milliard, oui. Mais, tu sais, mettons dans le monde du cinéma ou de la littérature, ou de, tu sais, mettons, si je te dis, imagine, des conflits dans un monde médiéval, c'est des nobles qui se battent pour savoir qui va avoir le trône. Ils veulent tous être le Hein, roi, puis il y en a un qui veut être le roi plus que les autres. Ça va être comme genre, OK. OK, moi, je comprends, je vois. Mais si tu dis, OK, c'est des nobles qui se battent pour avoir le trône, mais ils sont tous propriétaires de dragons capables de détruire toutes les villes du royaume. Là, t'es comme, ah, OK. OK. Je comprends. Il y a comme une nouvelle dimension à ce conflit que j'ai vu mille fois. Que là, soudainement, OK, il y a des dragons en plus là-dedans. Puis là, t'as House of the Dragon. Tu sais, t'as cette Ouais, espèce ouais. d'étrange attirant-là où c'est familier. Je connais le concept de chevalier. Mais là, s'il y a un élément de joute politique, en plus la guerre froide avec des dragons, ça vient créer un élément supplémentaire qui pique ta curiosité, tu sais. Euh, c'est toujours difficile à trouver puis à toucher. Fait que oui, pour conclure ça, j'aimerais ça qu'on prenne justement un moment pour parler de actual play ou de chaînes qui parlent de jeux de rôle, qui présentent des parties en fait plus spécifiquement, puis qu'on trouve qu'ils ont une approche fraîche, nouvelle, qui ont justement quelque chose de attirant, un strange attractor qui nous donne le goût d'y aller puis d'y retourner. Est-ce que tu as une chaîne ou un actual play à nous proposer, Pépé? Oui. Ben, je vais en nommer deux, en fait. Je vais en nommer un français puis un québécois. Ok, cool. Parce que je trouve ça intéressant d'aller voir ce qui se fait des deux côtés. Au Québec, un que je connais très bien parce que je l'ai beaucoup écouté. Et moins ces temps-ci, mais j'ai beaucoup écouté la saison 1 et 2. Pour moi, ça reste des incontournables. C'était des vainqueurs et des Ah ouais, ouais. vaincus. Parce que autant j'aime beaucoup des acteurs play qui sont plus sérieux, tu sais, qui vont moins être dans le cabotage et dans le cabotin. Mhm. Cette gang-là, c'est une gang d'improvisateurs. Ok, ouais. Et ils sont vraiment bons pour d'être tout le temps sur la ligne. Ils sont vraiment, vraiment capables de rester sur la ligne entre là, ça devient too much et c'est juste correct. Fait que pour vrai, ils sont vraiment, vraiment très talentueux à niaiser, mais à toujours faire avancer l'histoire. Et ça, j'ai pas vu ça souvent. J'ai pas vu ça souvent, une partie qui était foncièrement drôle, qui m'a Mhm. fait sourire, ce qui est rare parce que moi, je suis un gars qui sourit pas dans la vie. Et je suis le gars le plus bête au monde, d'ailleurs, si vous m'avez jamais vu en personne, là. J'ai un air de cul tout le temps. Mais Des vainqueurs ont vraiment réussi à me faire sourire dans des parties. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très rare. Mais qui est capable aussi de me maintenir intéressé à la trame de l'histoire qui se déroulait. Et Hmm. ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je mentionne. J'ai trouvé ça très, très cool. Et sinon, en France, je vais mentionner JDR Academy, Ok. qui font surtout en particulier parce qu'ils ont comme plusieurs maîtres de jeu. Et surtout en particulier, il s'appelle Neural Noise, qui est meneur pour eux. Et il a vraiment l'espèce de twist à tester des choses. Moi, j'aime beaucoup ça. Il va tester des affaires, il va tester des jeux qu'on voit pas tout le temps, qu'on voit que très rarement dans la francophonie. C'est exemple Frontierscom, ils l'ont fait. Ils ont Ok, fait ah ouais. Unknown Armies. Ils ont fait mon scénario de DCC, Lumière sous le Mirador. Ah ouais. Ouais. Ils ont fait des choses comme ça. Et Neural, il est vraiment bon. Je le trouve vraiment que c'est un excellent DM. Et je les trouve vraiment, vraiment très, en anglais, on va dire tight, là, sont vraiment, vraiment très, très bons pour garder un format qui est très court, mais qui est en même temps à la fois qui va pas non plus juste faire débouler l'histoire, va pas juste faire débouler la partie. Fait que dès qu'il y a une partie qui sort puis que c'est lui qui l'anime, je vais immédiatement l'écouter. C'est assurément, assurément dans les parties que j'écoute en premier. Je trouve que c'est vraiment très bon. Chouette.
C'est très intéressant. Je vais aller jeter un œil, assurément. Moi, de mon côté, c'est quelque chose que j'avais commencé à suivre il y a quelques temps quand même. J'en avais écouté quelques-uns pour le plaisir, puis je trouvais que il faisait du jeu de rôle dans la francophonie de façon complètement différente de ce que les Mhm. autres produisent. Puis j'en ai réécouté récemment, je trouve que c'est quand même chouette. C'est le Globetopus. Je sais pas si Ben oui. probablement que vous êtes plusieurs à connaître la chaîne. Ben oui. La chaîne s'appelle Globy Game JDR et Sombre machination. ouais, c'est insane. Ils ont tellement une superbe production. Ah oui, c'est un autre. Mais ça, c'est un autre niveau, là. C'est ça l'affaire, c'est que c'est comme pas au Ouais. même. Je trouve pas que c'est au même niveau c'est c'est quasiment une chaîne de télévision, là, tu sais, en quelque sorte. Ouais, ouais. Puis tu le vois que c'est des fans de cinéma, tu sais, qui aiment Oui. l'image, qui aiment la production visuelle. Mais en même temps, ils ont aussi des super bons personnages. Ils sont capables de te plonger dans cet univers-là, ne serait-ce que dans le lieu où est-ce que la partie se déroule. Donc, ils vont tourner dans des lieux qui sont très atypiques, fait qu'ils sont rarement autour d'une simple table. Puis c'est ça qui est intriguant, puis qui te pousse à continuer d'écouter, puis à embarquer dans leur histoire. Fait que c'est Oui, pour vrai. super intéressant. Surtout, en fait, c'est un point quand même que je trouve que c'est intéressant de mentionner parce que Maxime Robinet, lui qui anime cette chaîne-là, il fait vraiment. Il coupe, hein, il coupe tous les jets de dés, tout ça, pour que ce soit justement l'espèce de l'histoire qui promeut. Puis je pense que ça fait partie un peu de son concept, là. Mais oh oui, ça, c'est un autre niveau, là. Quand t'es rendu à aller comme faire ta partie dans une mine, littéralement d'aller enregistrer le tout dans une mine parce que la partie se déroule dans une mine, c'est parce que t'es rendu à un autre niveau. T'es pas au même piédestal que les autres, je te dirais. Non, ça, c'est vraiment, tu vois, là, c'est différent. Puis Ouais. sinon, moi, mon actual play que j'écoute depuis toujours, parce que je trouve que c'est la meilleure gang qui ont trouvé vraiment qui ressemble, leur partie ressemble à ce que je Mhm. vis quand je joue à des jeux de rôle. Puis cette espèce de satisfaction de retrouver un groupe d'amis, tu as vraiment Mhm. l'impression de les connaître. C'est de Glass Cannon. Coup critique. Ah. Ah, Oh! OK. Oh, Ah. pelaille! Ouh! Non, mais hey, tu m'en as parlé souvent, Glass Cannon. J'en ai jamais écouté. J'en ai jamais écouté encore. Je vais vous proposer, je vais laisser dans la description les parties qu'ils ont fait de le jeu de rôle de Marvel. Parce que je trouve que ça change un petit peu de ce qu'ils font. Ils font du Pathfinder pur et dur. Fait que ça peut être un peu Ardu. comme ardu. Ça peut être difficile d'accès. Mais ils sont tellement drôles. Ils sont vraiment. C'est pas des improvisateurs. À proprement parler, tu sais, il y en a qui sont humoristes, il y en a un qui a travaillé dans une agence, il y en a un qui est un auteur de théâtre. Fait que comme ils sont tellement dans des facettes variées du domaine de la création, puis c'est des amateurs talentueux qui finalement sont arrivés avec une chaîne qui est beaucoup plus grosse que ce qu'ils avaient C'est ce prévu qu'il au pensait, ouais. départ. C'est devenu énorme. C'est eux qui ont fait Delta Green, qui ont fait des parties de Delta Green, c'est ça? Ah ouais, leurs parties de Delta Green sont vraiment très bonnes. Mais ouais, leur partie de Marvel est super chouette aussi. Puis ils jouent avec euh, Nick Lowe, qui est un des éditeurs chez Marvel, qui est un très bon ami de Skid qui joue dans la partie. C'est en anglais, bien sûr. Mais tu vois, moi, j'ai beaucoup connecté avec ce qui se fait du côté anglophone. Mais je pense que les grosses chaînes anglophones, on les connaît déjà quand même pas mal. Et je veux quand même au moins, pour vrai, je veux quand même lever mon chapeau pour la majorité des chaînes européennes que j'écoute qui ont vraiment justement le désir et le plaisir à explorer d'autres choses que Donjons Dragons. Ouais, ouais, ouais. Énormément. Et pour ça, je trouve que ça vaut la peine de le mentionner. C'est très cool. En plus, j'ai l'impression que plus en France, en francophonie que dans le monde anglophone. J'ai l'impression qu'il Ah y a ouais. beaucoup plus d'actual play qui vont explorer d'autres choses. Et pour ça, je trouve ça très cool. Il y en a une que j'ai écoutée, là, et on fait au complet la campagne de, voyons, Les Encagés, qui est une campagne pour Toulouac, OK. qui a été écrite il y a quelques années déjà, et qui se déroule en France dans les années comme début 2000, me semble, il me semble. Et c'était un 7-8 parties de quelques heures chaque partie.
Et c'était vraiment impressionnant de voir ça aller, de l'écouter parce que c'était très procédural, mais c'était cool. C'était genre vraiment comme les espèces de règles à suivre quand tu es un. Parce que c'est toute une gang de policiers, ils travaillent comme au même, dans la même équipe, puis ils sont sur une Ok. enquête, puis c'est vraiment, tu suis l'enquête, mais l'Actual Play a vraiment, cet Actual Play-là avait vraiment la capacité de faire des stop and go entre le scénario, c'est l'aventure qui se déroulait, mais aussi les répercussions de la vie de policier et quand tu te déloges de tes fonctions ou quand tu vas dans des zones que tu n'aurais pas le droit normalement, de se faire engueuler par ton boss parce qu'il t'a Ouais. défoncé une porte de maison puis tu n'avais pas le droit d'aller là ou tu sais, des choses comme ça. Puis pour vrai, c'était vraiment cool. C'est vraiment un truc impressionnant. Nice. Mais oui, chapeau parce que aux États-Unis, le actual play, c'est presque C'est de la 100% du merde. D&D. C'est D&D à côté parce que on dirait que c'est le Mais jeu non. qui. Ben Écoute, oui, mais tu sais, regarde, on en parle à l'autre épisode d'avant. On en parle à notre épisode d'avant ou exact. d'après. Je sais pas quand est-ce que tu vas sortir ça là. On s'en sort plus. Donjon Dragon nous pourchasse dans chacun de nos podcasts, mais on va s'en sortir, Pépé. On n'est pas obligé de jouer à D&D Non, effectivement. parce qu'il y a plein d'autres jeux qui sont présentés par plein d'équipes de actual play talentueuses à travers la francophonie et ailleurs. Et pour vrai, on aurait pu faire un 2 heures là-dessus. J'avais encore plein de questions à te poser. Écoute, on fera un volume 2, je Il pense. faudra faire un volume 2 de ça parce que j'ai vraiment des questions à te poser là-dessus, sur N'hésitez la pas, consommation. Oui, Internet, oui, ben oui. posez-nous vos questions, allez-y. Si vous avez des questions sur la production d'un actual play, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça demande, si vous avez des questions sur comment on s'inspire, comment on crée ces actual plays-là, laissez-les en commentaire. C'est sûr et certain qu'on va faire une autre action bonus sur les actual plays parce que, ben Seigneur, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui a permis au hobby de devenir ce qu'il est aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu les J'aime ça, actual toi. plays, je pense pas que ça aurait été, oui, ok, Stranger Things, Game of Thrones, la pandémie, il y a d'autres facteurs. Mais quand même, le actual play, c'était la réponse pour les gens qui se demandaient comment ça se joue un jeu de rôle. Ben, check ça. Pas compliqué. Regarde ça, maman, tu vas comprendre c'est quoi le jeu. C'est qui gagne? Qui Me faire poser ça gagne? par, me faire poser ça par mon père. Qui gagne, là?